Nous sommes à présent dans la troisième partie des acteurs de l'éco, la partie consacrée à l'interview du CIO. Et nous accueillons aujourd'hui Francis Blais, qui est, comme j'ai pu vous le dire, c'est certainement celui qui a le CIO qui incarne le plus la transition économique, celui qui a été un pionnier ces dernières années. Alors, bonjour Francis Blais, merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes past CIO, on fait une petite entorse au règlement. Past CIO d'Herbigum Imperbel, c'est une entreprise qui revient presque à chaque fois dans la discussion quand on parle de transition, quand on parle d'innovation, une transition vers des solutions plus justes, des solutions, une production plus respectueuse de l'environnement. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, comment est-ce que vous pouvez nous décrire d'Herbigum simplement? Alors d'Herbigum, c'est d'abord une entreprise familiale belge. C'est un troisième génération. Troisième génération. Oui. C'est un produit qui vise à protéger, c'est un produit de toiture, une membrane noire qui protège les bâtiments contre les éléments extérieurs, donc contre la pluie, contre la grêle, contre la neige. Et donc, vous ne l'avez pas inventé, vous l'avez fait venir d'Italie il y a bien longtemps. On ne l'a pas inventé, on a été dans la toiture depuis 3 générations, depuis mon grand-père, mais ce produit-là a été inventé en Italie et nous avons racheté le brevet, racheté le. Et un produit fort polluant à l'époque? Alors c'était un produit à base de bitume, c'est un produit à base de bitume et à base de polymère. Le bitume est un dérivé du pétrole. Oui. C'est ce qu'on utilise dans les routes principalement. 98% du bitume dans le monde est utilisé pour des routes. Donc c'est un produit pétrolier, mais c'est pas un produit polluant parce que si on le mettrait pas vraiment sur les routes, mais ici c'est un produit qui, avec notre technologie, on a pu lui donner beaucoup plus de vie, une vie beaucoup plus longue et beaucoup plus résistante. Donc ce sont les membranes d'Herbigum sont des membranes qui tiennent sur la toiture pendant 40 ans et qui sont 100% cyclables en nouvelle toiture d'Herbigum. Et donc on va y revenir sur le côté environnemental, mais toujours pour camper d'Herbigum, quelques chiffres sur d'Herbigum, chiffre d'affaires, nombre d'employés, croissance. Environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, environ 300 employés. Et 100 millions d'euros dans plus que la Belgique, au-delà de la Belgique. Dans plus que la Belgique, environ 70% de notre production est exportée, principalement la Grande Europe et l'Afrique du Sud, par exemple. Nombre de membres de personnel, vous environ 300 personnes, 85 personnes à l'usine à Perouet. L'usine historique de Perouet. L'usine historique de Perouet. Quelques milliers d'étancheurs, donc ce sont des professionnels de la toiture qui utilisent nos produits tous les jours. On fait environ 30 000 toitures par an, donc 30 000 toitures sont couvertes par nos produits chaque année. Et il y a environ assez d'Herbigum dans le monde pour couvrir une toiture de 20 mètres de large autour de l'équateur. Parfait. Et alors, au niveau de la croissance, vous êtes toujours en croissance? Alors, cette année-ci, nous sommes en croissance. On a eu une croissance un peu plus lente et voire même un certain recul au cours des 2 dernières années, mais c'est parce que par des désinvestissements que nous avons faits pour nous recentrer sur notre métier de base. Mais effectivement, nous sommes en croissance cette année-ci. Donc, on retombe sur la transition. En 2010, vous faites un virage. Avant cela, vous teniez compte de l'environnement? Vous aviez déjà à l'esprit? Oui, écoutez, déjà en 1992, on était les premiers en Belgique pratiquement à avoir la certification EMAS, qui est une certification environnementale extrêmement poussée, dans laquelle on établit chaque année un plan à 3 ans d'amélioration de notre impact environnemental autour de l'outil de production, au niveau des odeurs, au niveau du bruit, au niveau de l'eau, au niveau des déchets. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'entreprises qui suivaient les masses à l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été le drive vous étiez CIO à l'époque de pouvoir vous engager là-dedans? Écoutez, ça paraissait naturel de le faire. Donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on a fait cela. D'abord, effectivement, on avait les moyens de le faire, donc on n'était pas en train de survivre. On était une entreprise qui grandissait. En plus, on avait une marque à défendre. Dans notre métier, ça veut dire qu'être plus respectueux de l'environnement, ça consolide la marque dans l'esprit des utilisateurs. Je pense qu'en tout cas, on voulait éviter une catastrophe environnementale, par exemple. Il y a certaines marques qui ont perdu toute crédibilité. Pensez à Seveso, pensez à des catastrophes comme celle-là, qui fait que vous perdez toute votre crédibilité et toute votre image de marque en une fois. Et donc, on voulait être en avance sur toutes les normes environnementales déjà à l'époque. Quitte à éroder la marge à ce moment-là? Quitte à éroder la marge à ce moment-là. Mais nous avons remarqué que comme on avançait dans ce chemin vers plus de conscience environnementale, on a remarqué d'abord qu'il y a énormément d'énergie qui nous ont aidés à avancer là-dedans, que nos clients aimaient en fait cette différenciation, que les architectes, que les propriétaires de bâtiments, tiens, mais il y a ça en plus, ça me fait plaisir d'avoir choisi ce produit-là, etc. Même si en fait ça c'était pas encore il y avait pas encore beaucoup de conscience à ce niveau-là, mais en tout cas c'était une manière en fait d'assurer un meilleur avenir pour la société parce que si ça a un sens, je pense qu'un entrepreneur doit le faire quelque chose. Si ça a un sens vers
plus de valeur environnementale, donc les actions que l'on mène au sein de la société, je pense qu'il faut le faire si on a le moyen de le faire. Et donc on vient dans l'histoire, 2010, vous introduisez d'Herbipur, c'est une membrane cette fois-ci végétale blanche pour toiture plate, mais vous instaurez aussi le recyclage de toutes les toitures en bitume que vous aviez mis en place. Le recyclage, donc on a développé un know-how qui est tel que pour nous le bitume, c'est comme de l'or. On peut le réutiliser et on peut presque comme l'aluminium recyclable à l'infini. Recyclable à l'infini. C'est peut-être exagéré de dire infini, mais c'est recyclable plusieurs fois. Et donc on s'est dit, mais si c'est recyclable plusieurs fois, pourquoi est-ce qu'on jette chaque année des dizaines de camions, des centaines de camions dans les décharges? Ce qui a un coût qui n'était pas cher à l'époque. C'était pas cher à l'époque d'envoyer des déchets à la décharge, mais nous on s'est dit on doit trouver une solution mécanique qui rebroie toutes les membranes et qui nous permette de réutiliser l'ensemble de la membrane dans la production existante. Comme le fait Michelin en louant ses pneus de camion de manière à les récupérer et les recycler. Oui, c'est exactement, les recycler, mais même si dans les caoutchoucs, en fait, il y a une réticulation qui fait qu'on ne réutilise pas vraiment le caoutchouc dans le même produit, tandis que nous on réutilise vraiment avec des vieilles membranes d'herbigum, on refait des toitures d'herbigum. Et donc par exemple, on a démonté toute la toiture de l'usine Opel à Anvers qui vient d'être complètement détruite. On a récupéré 3600 tonnes de toiture qui sont stockées pour nous chez Demeter à Bruxelles et qui arrivent 2 camions par semaine, par 2 camions en semaine pendant un an. Donc, ce sont des piscines olympiques chaque année de bitume que l'on recycle cette année. 10 ans après, 2010-2020, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que le client a parfaitement valorisé ce surcoût environnemental-là? Est-ce qu'il choisit plutôt d'Herbigum pour ses performances ou aussi pour ses performances environnementales? Alors, je pense, si vous voulez, que les performances, c'est le minimum olympique aujourd'hui et qu'il faut aller plus loin pour attirer le client. L'environnement, c'est le différenciateur chez Herbigum? L'environnement est devenu un élément différenciateur chez nous. Maintenant, les clients, parmi les milliers de clients finaux que nous avons, donc qui utilisent nos produits sur leur chantier, je dirais que les particuliers en général ne choisissent pas le produit, c'est le professionnel, c'est l'architecte, c'est le professionnel, c'est le toiturier qui choisit. Par contre, les grandes entreprises comme par exemple GSK à Wavre, eh bien quand ils ont refait la toiture d'un bâtiment, ça a été l'élément différenciant. On a repris l'ancienne toiture. Et vous fournissez quoi là? Vous faites un label pour leur Corporate Social Report, pour leur rapport environnemental? En tout cas, on fournit à tous ceux qui le demandent une garantie que nous sommes prêts à reprendre leur toiture en fin de vie. Et que donc, ils ne vont pas avoir le coût de mise en les décharges et que la toiture, quand elle va être reprise en fin de vie, nous avons les équipements et les hommes pour le faire, pour recycler ça en nouvelle toiture, en nouvelle membrane d'herbigum. Aujourd'hui, on recycle 30 tonnes par jour, un semi-remorque et demi par jour d'anciennes toitures qui vont dans la production. Ça représente 15% de nos besoins en matières premières. Que fait votre concurrence aujourd'hui? Elle est en arrière? Elle a aussi investi dans ce volet environnemental? Alors, nos concurrents sont de taille beaucoup plus grande que nous. Nous, on fait 100 millions. Nos concurrents, en général, font entre 1 milliard et 3 milliards de chiffre d'affaires. Mais ils n'ont pas suivi ce chemin-là. Ils ont fait des expériences à gauche, à droite, mais c'est très compliqué de recycler, donc de développer une machine. Aujourd'hui, ils viennent chez nous en essayant soit de nous acheter la technologie, soit de faire le recyclage par nous, etc. Donc, ils vont également dans ce chemin, mais sur ce point-là, ils sont effectivement en retard par rapport à nous. Alors, les invités précédents ont parlé des différents drivers, les moteurs de pouvoir faire ce mouvement-là. Ils ont aussi parlé du volet des talents en disant que les jeunes aujourd'hui, la génération Y, a fortiori la génération Z qui arrive, est très sensible à des employeurs qui ont cette fibre environnementale. C'est quelque chose que vous sentez? C'est une légende? Non, c'est pas du tout une légende. Je trouve que c'est très inspirant de voir que la nouvelle génération aujourd'hui a un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé que mon niveau de conscience, en tout cas, à leur âge. À 35 ans, je ne me posais pas toutes ces questions-là. Je faisais les choses en fonction de mon instinct, mais je n'étais pas conscient de ça. Aujourd'hui, les gens qui ont le plus de talent, d'ailleurs, pour les attirer, il faut avoir, au sein d'une entreprise, une démarche vers plus de conscience environnementale, vers plus de conscience vers l'intelligence collective. Plus de responsabilité sociétale? Plus de responsabilité sociétale. Je suis un grand fan de la responsabilité sociale. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça dans vos annonces? Comment vous faites pour sensibiliser les jeunes à cet aspect-là pour pouvoir recruter les talents? Mais déjà, je pense, si vous voulez, et je pense que c'est une des difficultés les plus importantes des sociétés, c'est de définir la raison d'être de leur société. À quoi elles servent? Est-ce que cette société, si elle existe, est-ce que le monde est meilleur
meilleure quand elle existe ou est-ce qu'elle est moins, le monde va à reculons quand elle existe et quand elle vend ses produits. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse, avec des déclarations, attirer des jeunes. Ils sont pas dupes. On ne peut pas faire du greenwashing, c'est assez facile à faire. Donc, quand on voit vraiment le vrai engagement, quand on voit qu'on a investi des millions dans des machines, une véritable usine de recyclage, ça, c'est du vrai recyclage. Quand on voit qu'on a créé un bitume végétal, quand on s'est mis en chasse d'un bitume végétal, on a pu attirer à cette époque-là deux docteurs en chimie qui, en fait, peuvent trouver le travail qu'elles voulaient. C'est deux femmes, en fait, qui ont dit, mais ça, si on veut créer un pétrole sur base renouvelable, ça m'intéresse, je vais donner 3 ans de ma vie à faire ça. N'aurait jamais travaillé dans le bitume. Jamais. Alors, vous êtes devenu président du board aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'opérationnel chez Derby Gomme Imperbel. Quel regard portez-vous sur l'évolution des valeurs dans les autres entreprises, dans ce monde d'entreprise que vous côtoyez? Vous êtes à la Soalfine, je pense, vous êtes dans plusieurs boards, vous rencontrez des entrepreneurs tous les jours. Est-ce que vous sentez cette conscience qui grandit ou on est encore loin du compte? Alors, je dirais, moi, je sens vraiment qu'il y a une conscience qui grandit, mais je vois encore beaucoup de sociétés dans lesquelles ce niveau de conscience n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils restent dans le court terme? C'est un manque de vision à long terme? Alors, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut aligner. D'abord, la vision du CEO est très importante, mais il faut aussi que le conseil d'administration ait cette même vision. Il faut aussi que les actionnaires aient cette même vision. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir des actionnaires. Quel message délivrez-vous alors aux actionnaires? C'est de pouvoir faire des investissements pour diminuer le rendement à court terme, pour inscrire l'entreprise dans la durée? Moi, je pense que, évidemment, ça dépend de l'objectif, mais dans des entreprises familiales comme la mienne, l'objectif est le long terme. Et pour le long terme, si on veut gagner de la résilience, il faut augmenter le niveau de conscience au niveau environnemental et au niveau de l'utilisation de l'intelligence collective. Et alors, on attire les talents. Et si on a les talents, mais tout est possible. On attire non seulement les talents, mais on développe un certain leadership qui fait que des clients veulent votre produit, veulent s'associer à votre produit. Et donc c'est fort ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'a priori, seules les entreprises familiales, ou surtout les entreprises familiales, ont la possibilité de voir les intérêts sociétaux parce qu'elles s'inscrivent dans la durée. Les grandes entreprises ont moins cette tendance-là. Alors, il y a des grandes entreprises qui sont également des entreprises familiales, mais moi je pense vraiment que d'une manière générale, les entreprises, je connais aussi des très grands patrons qui vont dans ce sens-là et qui font partie d'entreprises qui ne sont pas familiales. Mais il faut néanmoins que les conseils d'administration sont finalement les conseils d'administration qui sont les patrons des CEO. Ce sont ces conseils d'administration qui eux également doivent développer leur niveau de conscience. C'est eux qui doivent donner le là en matière de responsabilité sociétale? En tout cas, doivent. Je pense que s'ils sont, comme on est responsable devant quand on est administrateur, on est responsable devant les actionnaires et il faut que les actionnaires donnent le là d'abord. Je pense. Ce sont les actionnaires qui doivent décider. Moi, je veux que cette société soit un leader dans tel domaine, mais aujourd'hui, on ne peut pas devenir un leader dans tel domaine si on n'a pas un niveau de conscience au niveau environnemental et au niveau de la raison d'être de la société. Alors, quelles sont vos autres activités? Vous restez dans l'environnement avec Energreen, les panneaux solaires? Oui, Isoemp aussi, ce sont des blocs de construction à base de chanvre et de choses, c'est très intéressant. Du chanvre fabriqué en Belgique. Du chanvre fabriqué en Belgique, c'est vraiment un magnifique produit également. Et oui, j'ai aussi une autre activité, avec mon épouse aussi, on est très fort engagés dans le milieu du handicap en Wallonie. Côte à côte, parce que j'ai une fille qui est porteuse de handicap. Et alors aussi, j'ai pas mal d'activités. C'est aussi l'enjeu sociétal. C'est aussi un enjeu sociétal très important parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Quelque chose vraiment à apporter. Et ça, c'était l'objectif de Côte à Côte, c'est de montrer que la ville de Louvain-la-Neuve, elle a été une meilleure ville avec ses habitants de Côte à Côte qui l'intègrent. Et alors, autre chose, je fais aussi pas mal de mentoring de jeunes entreprises ou de jeunes... Sur le volet environnemental, par exemple? Sur le volet environnemental, mais plutôt sur le développement personnel, sur le leadership. De l'entrepreneur plutôt que plutôt aussi développer, si vous voulez, la notion de leadership inspiré et inspirant. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de suivre quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de suivre ses idées? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'acheter tel produit ou pas? Merci Francis Blake. Vous serez dans cette semaine entreprise et transition, donc on pourra vous retrouver. Je vous remercie en tout cas pour ce message très intéressant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les acteurs de l'éco. Sur LN24, l'émission sur ceux qui fabriquent les entreprises, qui les développent, qui les gèrent. À très bientôt.